bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Aujourd'hui, un autre sujet très, très important. On va parler de la réalité des familles qui arrivent au Canada pour la première fois et les défis qui pourraient vivre, non seulement des chocs culturels, des chocs climatiques, mais tous les autres enjeux qui peuvent survenir. Alors, on va parler, j'ai mon invité aujourd'hui, Yairama Diallo, qui va parler de son expérience elle-même, comment elle l'a vécu, mais de ses expériences en travaillant avec les familles également. Donc, bonjour Yairama, merci d'être ici aujourd'hui. Et parle-nous un peu de ce que tu fais. C'est quoi que tu fais dans ton quotidien au travail? Bonjour Madame Danielle, merci pour cette belle invitation de venir ici témoigner un petit peu mon vécu puis mon Oui. quotidien de tous les jours. Pour me présenter, Yairama Diallo, mère de 3 enfants d'âge scolaire, éducatrice de la petite enfance, mais je travaille à domicile. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans aussi que je vis à Ottawa. Donc, ça a été tout un choc pour moi de venir à Ottawa. Déjà avec 3 enfants, j'ai laissé mon conjoint en Allemagne parce qu'on a vécu 5 ans là-bas. Et quand je suis venue ici, c'était tout un défi avec 3 enfants. Chercher une maison, service de garde, que je commencerai par ça, malgré que j'étais déjà une citoyenne canadienne. Mais Ottawa était tout nouveau pour moi. Donc, c'était tout un défi. Toute une nouvelle aventure. Oui. Et puis, on va en parler après la pause. On va pouvoir continuer sur le sujet. On se reparle bientôt. Et rebonjour à la réalité de la parentalité. Avant la pause, nous avons introduit notre sujet, ce qui est la réalité des familles qui arrivent nouvellement au Canada. Et Rama ou Yairama nous a parlé un peu de son expérience, mais je voudrais que tu élabores un peu plus, de parler de ton expérience ici quand tu es arrivée avec tes 3 enfants seule. Et ce que tu vois aussi avec les familles que tu accueilles dans ton service de garde à domicile. Si tu peux nous donner l'expérience. Oui, c'était vraiment un défi vraiment, parce que Ottawa était tout nouveau pour moi. Même la maison que j'ai louée, je l'ai louée sur Internet. Je suis tombée sur une dame très géniale, une Ontarienne qui m'a vraiment aidée à m'installer. Il fallait que je fasse les démarches toute seule parce qu'elle allait travailler, il fallait que je prenne l'autobus. Je connaissais pas Ottawa, je me perdais souvent avec les 3 enfants. Et puis partout où je passais, quand on me disait, Madame, vous êtes vraiment courageuse. Là, je dis, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Oui. Puis là, l'hôtel de ville, ça enregistré, service de garde, c'était tout un défi parce que je ne savais pas les critères. J'étais déjà sortie 5 ans pour aller vivre en Allemagne, donc il fallait refaire tout. Puis il y avait comme le revenu qui rentrait en jeu parce que pour avoir la subvention, il fallait ça. Et c'est dans le cadre aussi, comme beaucoup d'autres immigrants qui arrivent ici au Canada ou à Ottawa, dans le cadre de parrainer un conjoint ou une conjointe, vraiment, le défi est là. Donc, il faut se trouver du travail. Donc, je faisais face à ce dilemme-là que j'ai laissé papa de l'autre côté, les enfants qui me demandaient pourquoi on ne venait pas avec papa. Donc, il fallait vraiment trouver du travail. Et ce qui était très, très difficile, même ma première entrevue, je l'ai fait en compagnie de mes 2 petits-enfants parce que le plus vieux allait à l'école, mais les autres n'avaient pas encore de service de garde. Donc, j'étais sur une liste d'attente, mais on dirait pour moi, j'ai été vraiment chanceuse, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parents ici. Moi, on dirait que les axes étaient alignés. J'étais la dernière sur une liste d'attente d'un service de garde. J'ai oublié un sac là, et puis un soir, puis là, on m'appelle, on dit, vous avez oublié vos affaires. Puis la dame a eu vraiment pitié de moi, elle m'a dit, je te donne la place. Wow. C'est de là que c'est parti, puis au bureau de subvention, donc il fallait donner d'autres papiers. C'était un peu difficile, mais après, comme j'ai pu obtenir, donc c'est là que ça a commencé. Excellent. C'est bien que tu mentionnes les subventions parce que ce sont des services qui sont offerts que souvent les familles
ne savent même pas qu'ils Oui. existent. Et puis, qu'est-ce que tu vis comme expérience avec les familles que tu accueilles en service de garde? Qu'est-ce que tu vois dans Moi, ces différents portraits? oui, je Mhm. me dis que ça fait 9 ans que je dis, mais le portrait n'a pas beaucoup changé. Mhm. Et souvent même, il y avait des services qui existaient qui ne le sont plus à cause de la pandémie. Ouais. Donc, les familles arrivent, ils ne savent pas où présenter la demande, c'est quoi les critères. Et souvent, ils pensent que juste se mettre sur la liste, tout est correct, alors qu'il y a des étapes à fournir. Mhm. Donc, ce côté-là que les parents, ils ne savent pas après. Puis là, ils appellent les services de garde, on veut placer, puis ils font la visite. Puis après, on se rend compte qu'ils ne sont même pas acceptés. Puis, ils doivent aller chercher un emploi parce que il y a un côté financier, puis en venant ici, ils ont dépensé toutes les ressources qu'ils avaient, Mhm. comme financièrement, il faut se trouver un emploi, une maison, tout et tout. Donc, c'est déjà le rêve canadien, mais il y a l'envers de la médaille qui accompagne tout ça. Oui, exactement. Et puis, il y a tout ça à gérer, mais en plus, il y a le choc culturel. Pour certains, c'est le climat, le changement de climat. La nourriture n'est pas la même. Si tu peux parler un peu de ça, c'est parce que c'est des choses que les gens ne pensent pas vraiment. C'est de comment refaire notre vie dans un monde qu'on n'a pas de point de référence. Oui, c'est quelque Oui. chose qui est vraiment difficile parce que quand il faut s'adapter et puis en service de garde aussi, quand il faut vraiment s'adapter. Moi, je l'ai vécu, mais une chance que, comme moi, j'ai vécu mon adolescence à Québec. Mais souvent, les parents, quand ils arrivent ici, ils ont cette timidité-là de demander du service, tout et tout. Mais tout de suite, quand je vois que la personne vient d'arriver, peu importe d'une autre ville ou d'un autre pays, tout de suite, je parle de mon vécu pour dire, regarde, moi, je suis passée par là. J'attends même pas que la personne me pose la question parce que je vois quand ils viennent pour du service, ils n'étalent pas vraiment leur vie devant toi, mais tu vois vraiment que le besoin est là. Tu peux regarder l'enfant qui est devant toi, que tu vois, OK, au niveau de la nourriture, est-ce qu'ils mangent la même chose? Donc, et puis il y a le climat aussi. Souvent, comme les enfants ne sont pas bien habillés comme en hiver, donc il faudrait faire une introduction petit à petit. OK, il faut acheter ça ici. Ils ne savent même pas c'est dans quel magasin pour aller chercher. Il y a tout ce défi-là et puis ils n'ont pas d'autres ressources, comme l'information n'est pas donnée et c'est pas à leur portée vraiment. C'est un bon point que tu as porté, que c'est des choses que nous, on prend pour acquis souvent parce qu'on est habitué à la routine de l'hiver, les saisons, mais que oui, c'est des choses qu'on doit vraiment prendre en considération pour des gens qui n'ont jamais vécu ça. Et puis, d'en parler, de poser les questions, parce que les familles qui arrivent ne veulent pas déranger ou se sentent un peu, ils ne savent pas comment demander ou quoi demander. Et les gens qui sont autour, des fois, ils sont un peu gênés de demander s'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est une très bonne recommandation de dire, je sais qu'ils arrivent comme tu fais, je vais leur parler de mon expérience, je vais leur offrir des ressources. Et pour les enfants, comment tu trouves la transition pour les enfants, de ce que tu vois de ton expérience? Pour les enfants, ce que je trouve, c'est une fois que le parent te fait confiance, parce que là, comme il y a quand même, il faut laisser ton enfant ailleurs, pour faire confiance, il faut vraiment bâtir cette relation-là. Mais une fois que la relation est bâtie, l'enfant, avec une routine, mais il faut établir cette même routine-là avec le parent. Donc, il faut d'abord commencer par le parent pour lâcher prise et s'adapter. Et tout de suite, on voit que l'enfant, quand il s'intègre dans une routine ou dans un environnement avec d'autres enfants, il regarde, il apprend autour de lui. Donc, ça va. C'est juste l'ajustement se fait au fur et à mesure avec le parent qui vient d'arriver. Au niveau des ressources, c'est quoi que l'enfant a besoin vraiment. Même pour la routine, parce que c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas tout à fait habitués avant. Donc, c'est vraiment établir petit à petit. Ouais. Parce que t'as peur de brister comme ce parent-là pour dire, oh, pour se faire sentir mal, ok, est-ce qu'il ne fait pas bien les choses? Non, les choses sont bien différentes et quand ils arrivent, ils ont très envie de s'intégrer. Donc, c'est ça, c'est petit à petit. Mais de toutes les façons, moi, ce qui m'aide beaucoup, parce que peut-être que je suis une femme de couleur, donc ça les rassure pour dire, OK, j'ai une sœur, donc elle a vécu ça, elle est partie. Et moi, ça ne me dérange absolument de m'ouvrir à ces familles-là pour leur parler de mon vécu, pour bâtir cette relation-là de confiance, pour dire, regardez, n'ayez pas peur de demander. Parce que c'est un contexte aussi culturel. Parce que chez nous, quand on demande, c'est comme on envahit l'autre.
Donc, et puis le respect aussi, quand moi, ça m'a pris du temps pour tutoyer les gens. J'en vous vois encore. Donc, pour casser même ce rythme-là, c'est vraiment difficile. Donc, c'est petit à petit. Et moi, je comprends. Et puis, je suis une personne qui aime tellement partager. Donc, c'est ce qui facilite les choses pour moi. C'est ce qui est très important, surtout dans le contexte familial et pour les enfants, parce qu'on veut toujours que l'enfant se sente bien dans peu importe la situation. Donc, c'est très bien. Merci. On va passer à une pause. Et au retour, on va parler de... Yairama va nous donner des suggestions ou des recommandations de comment on peut faciliter cette transition-là lorsque les familles arrivent au Canada. Donc, on se reparle bientôt. Bonjour, nous sommes de retour à la réalité de la parentalité. Avant la pause, nous avons parlé de c'est quoi la réalité d'une famille qui arrive au Canada sans point de référence nécessairement et tous des nouveaux défis qu'on n'avait peut-être pas pensé qu'on allait avoir. Et maintenant, on va passer à la réalité, la vraie réalité, le processus de certains systèmes qui peut-être n'existent pas d'où on vient. Alors, il faut naviguer ce labyrinthe-là. Et puis, Yairama va nous parler un peu plus sur les expériences que les familles, les réalités que les familles vivent ici, qu'on ne pense même pas et qu'on pourrait avoir des recommandations là, pour améliorer ça, que ce soit plus facile pour eux de gérer tout ça, en plus de gérer le changement culturel, le changement de langue et les enfants dans tout ça aussi. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes? Oui, c'est un sujet comme qui ne manque pas de détails tellement, mais je vais essayer vraiment d'aller comme à l'essentiel. Par exemple, si je prends l'exemple dans mon pays, en moi, c'est le service de garde et c'est pour les familles nantis, ceux qui sont plus riches. Donc, quand on arrive ici au Canada, il faut chercher à inscrire l'enfant d'âge scolaire ou chercher un service de garde. Donc, au pays, on serait là à la famille. Mais ici, quand on arrive, on est isolé. Soit c'est des mères monoparentales qui arrivent ici dans le but d'une réunification familiale. Donc, il faut vraiment chercher à avoir un revenu parce que si tu n'as pas de revenu, tu ne peux pas parrainer ton conjoint pour le faire venir. Et il faut passer par quoi? La subvention, le service de garde. Mais le plus gros défi que moi, j'ai vraiment remarqué que les parents sont confrontés, que l'information ne passe pas exactement. Donc, c'est au niveau de la subvention. Et puis, comme par exemple, moi, je me réfère tout le temps sur un site, Aide Parent, qui est tellement bien détaillé que quand tu y vas, tu suis les étapes, il y a des ressources, il y a tellement de ressources. Mais par exemple, au niveau de la subvention, on ne dit pas quels sont les critères, le délai de traitement, les étapes à suivre et vraiment aller jusqu'au bout. Donc, souvent, les familles, ils font l'étape 1 ou 2, mais ils ne savent pas qu'ils doivent se rendre jusqu'à l'étape 10. Puis après ça, il faut fournir la documentation. Puis souvent, le bail, c'est quoi? Donc, il y a déjà, j'ai eu des cas comme ça. Et puis, avec la pandémie aussi, ça n'a pas beaucoup aidé parce que le service se faisait juste en ligne, pas en présentiel. Ils ne prenaient même pas de documents. Donc, il fallait que les parents scannent. Ils ne savaient pas avec quel outil le faire. Donc, ils ne peuvent pas les scanner ailleurs. Donc, tous les services étaient fermés. Tout un défi. Le délai de traitement était très, très long. Des familles extenues avec des enfants qui ne pouvaient pas comme, aller au service de garde, les parents qui ne pouvaient pas aller travailler, alors que la demande y était. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup remarqué avec les familles et j'en fais encore aujourd'hui, puis la réalité, elle est là. C'est ça, et puis c'est pas un obstacle qu'on pense qu'on va avoir à vivre, et les gens qui peuvent aider ici également ne sont peut-être pas conscients que c'est l'information qui ne passe pas nécessairement, ou de donner des détails plus concrets, comme tu dis. Ils sont à la 2e étape, mais il y en a 10. Eux autres, ils croient qu'ils ont terminé. Et tu as mentionné aussi qu'il y a un autre stress que les parents vont vivre, c'est qu'il y a encore de la famille au pays et qu'on arrive ici au Canada pour
vivent le rêve canadien, comme tu avais mentionné tout à l'heure. Oui, Et la famille pense que tu es déjà établi, que tu es déjà prêt oui, et que tu peux aider, mais qu'on vit tout ça en plus du stress de savoir qu'on veut que notre conjointe revienne, on veut que les enfants soient bien dans tout ça. Alors, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça au niveau d'encore des choses qu'on prend pour acquis oui. des fois dans les deux pays, que là, il y a qui prennent pour acquis qu'ils sont arrivés ici, ils sont tout établis, on peut venir, mais non, on n'est pas prêt. Et de l'autre côté, que tu dois naviguer tout ce labyrinthe d'informations qui arrivent. Oui, déjà pour une personne qui immigre au Canada, déjà prendre l'avion, c'est une réussite. C'est comme, c'est toute une réussite familiale. Et il y a toute une famille qui est derrière, qui est tellement fière de toi, comme, OK, il est de l'autre bord. Donc, tout ce qui nous manque, on va l'avoir enfin. Mais ils ne savent pas que quand cette personne-là arrive ici, elle est confrontée à d'autres réalités. Parce que là-bas, quand on ne paye pas de taxes, ici, on paye des taxes. Donc, il y a tout ça. Donc, et la vie, le coût de la vie est très élevé. Donc, les ressources ne sont pas là nécessairement. Donc, non seulement il y a la pression et tu veux vraiment faire face à comme, OK, pour cette fierté ou ce drapeau qu'on t'a donné à tenir si fermement, est-ce que tu vas être capable? Déjà, le climat, donc, il fait très froid. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas où confier ton enfant. Et quand tu es malade, il y a ce côté-là aussi. Quand tu es malade, tu es laissé à toi-même. Comment aller travailler ou laisser cet enfant-là. Donc, c'est une balance à deux poids. Puis chaque fois qu'on voit un immigrant, il faut penser à ça. La personne porte vraiment deux poids sur ses épaules. Il y a la famille au pays et non seulement celle qu'elle va vraiment fonder ici au Canada. Donc, le défi est vraiment énorme. Oui, ça c'est un bon point aussi que on donne l'apparence que tout va bien parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ça, il y a deux fardeaux à gérer. Des fois, il y a aussi, au niveau de la langue, parler. Il peut y avoir des informations qui sont oubliées ou qui n'ont pas été bien reçues. Tu parlais aussi de la culture un peu quand on vous voit, l'expression « on parle français, mais ce n'est pas le même français ». On est gêné de demander de répéter. Donc, il y a tout un effet de boule de neige qui revient. On va passer à une courte pause et au retour, Yairama va nous partager des conseils pour aider les familles, la famille qui arrive, mais aussi la communauté, comment on pourrait appuyer les familles pour vraiment les aider à naviguer tout ce labyrinthe. On se reparle bientôt. Et rebonjour à la réalité de la parentalité. Avant la pause, on a parlé vraiment de ce qui se passe au niveau des complications qu'on peut vivre une fois qu'on arrive au Canada pour s'établir, de placer les enfants. Et maintenant, on va passer à la réalité des enfants, parce que l'adulte est vraiment pris dans ce tourbillon-là, mais les enfants aussi vivent leur période de transition. Et Yairama, si tu peux nous parler un peu, parce qu'au niveau culturel, c'est ce qui les points de référence des enfants changent énormément selon leur situation. Et si tu peux nous partager un peu la réalité des enfants lorsqu'ils arrivent, on parle de la langue, il y en a qui arrivent qui ne vont pas nécessairement parler la même langue ou qu'ils doivent aller dans une école ou un service de garde d'une langue différente. Et la nourriture aussi, qui est les changements de menu qui pourraient déstabiliser la routine d'un enfant. Si tu peux partager ça avec nous. Donc, je commencerai par l'expérience personnelle que moi j'ai eue avec mes enfants qui étaient nés à Berlin, qui parlaient comme allemand, mais la petite déjà est partie dans une garderie allemande. Donc, quand je suis venue ici, j'ai pas eu de service de garde francophone. Déjà, moi, je suis comme une personne qui parle français. Donc, le seul service que j'avais, c'était dans une garderie anglophone. Le défi, déjà, mes enfants qu'ils avaient, donc, ils comprenaient aucun mot en anglais. Mais les éducatrices, tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment utiliser le langage signé ou montrer comme vraiment le visuel, comme présenter la nourriture à l'enfant pour essayer de trouver quelques mots de communication. Mais ça leur a pris quasiment un mois, donc mes enfants ne parlaient pas. Imaginez encore d'autres enfants qui viennent ailleurs, qui n'ont jamais fréquenté de service de garde.
qui parle une autre langue à la maison, donc qui n'est pas le français. Donc, le défi de faire parler ces enfants-là, ou la nourriture aussi. Donc, les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Donc, quand ils arrivent, il y a des plats que d'autres enfants ne sont pas habitués. Mais moi, ce que souvent je fais, c'est vraiment, j'introduis quelques aliments comme multiculturels, comme vraiment pour représenter l'enfant, mais qui respectent le guide canadien, qui est vraiment diversifié. Donc, ça aide beaucoup les enfants, mais c'est vraiment, tu vas voir des enfants qui n'ont plus d'appétit, puis que le parent, il va dire, oh, mais à la maison, il mange, mais au service de garde, l'enfant ne va pas toucher son assiette, mais parce que si l'assiette qu'on présente à la maison n'est pas conforme à celle de la garderie, donc c'est très, très difficile. Et vu que moi, je suis dans un milieu plus comme familial, donc l'intégration se fait, mais des fois, ça peut perdurer parce que ce n'est pas ce qu'on offre à la maison. Puis la langue, les barrières de langue. Puis souvent, papa parle une autre langue, maman parle une autre langue. Donc, le temps que l'enfant, dépendamment du service de garde que l'enfant y va, donc si c'est en anglais, donc il y aura un retard de communication là-dedans. C'est vraiment outiller les éducatrices et les parents en même temps. OK, moi, je communique de cette façon-là. Est-ce que il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un nom? Par exemple, un plat que l'enfant, ou une façon d'appeler cet aliment-là, tu peux me donner ça, comme ça, je vais lui dire à la garderie, on peut utiliser les mêmes mots pour amener cet enfant-là à faire le lien. OK, c'est de ça que je parle, ou en le présentant. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué puis que j'ai travaillé avec les familles. Donc, c'est quelque chose avec la routine. Tu pars de la famille à l'enfant, mais les difficultés, c'est quand le parent se joint avec toi que tu arrives. Sinon, ça peut perdurer. Parce que si le parent il dit, OK, moi, je reviens du travail, je suis fatiguée, je vais faire comme je peux. Donc là, ça rentre en conflit dans la routine que l'enfant pourrait avoir à la garderie et puis versus la maison. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a encore, cette période de transition peut prendre un peu de temps pour les enfants et il faut le prendre en considération, surtout les écoles, les services de garde. L'enfant va peut-être pas parler tout de suite. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure, tout dépendant des traditions. Il y a moi j'ai travaillé avec plusieurs enfants qui ne vont pas répondre à l'adulte par respect. Alors on peut poser des questions et l'enfant ne parlera pas pour rester poli. Et là, on pense qu'il y a peut-être des choses à ajouter. Donc, moi, je pense que tu dirais la même chose. La communication entre le parent, le service de garde ou l'école est très, très, très important à ce point. Et puis, on n'en parle pas assez. C'est important que les gens disent c'est correct de poser des questions. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu disais du point que on voit pas l'autre côté, l'autre réalité du parent qui vient d'arriver et tout l'effet boule de neige dont on disait. Donc, il reste rapidement, est-ce qu'il y a des endroits que tu recommanderais? Tu as parlé d'être parent. Est-ce que tu aurais d'autres ressources que tu pourrais offrir aux familles? Les ressources, comme moi, souvent, j'allais dans les centres communautaires. Je demande fortement aux parents d'aller dans les centres communautaires parce que c'est vrai, les ressources, il y a des affiches, il y a une affiche qui peut te parler. Donc, et puis, souvent, quand on y va dans les centres communautaires, on rencontre d'autres personnes qui vivent la même réalité que nous-mêmes. Et moi, je suis passée par le centre communautaire. Donc, il y a même des services pour les aider pour l'autobus ou comme pour les aider à chercher du travail. Donc, les ressources sont quand même là. Mais c'est de vraiment identifier les ressources du quartier puis aller de les... N'ayez pas peur de demander. Donc, ici, quand on demande, le service existe. Et je crois que c'est ça. Je te remercie beaucoup, Yair Ramal, pour partager. Et oui, c'est ça. Il faut demander à aller chercher les ressources que vous avez autour. Et on peut continuer la conversation. Joignez-vous sur mon site, sur ma page Facebook de Being Connected. On pourra vous donner des ressources là également. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.